pour démarrer, donc j'ai mes collègues du coup Johnny Gasperi de l'université Gustave Eiffel et Romain Tramois de l'université Paris-Créteil qui vont évoquer les travaux que l'on mène aujourd'hui sur les plastiques. On l'a montré dans les travaux précédents, l'estuaire c'est une zone de transit, de stockage des macrodéchets. On a montré que l'ensemble des matrices environnementales étaient imprégnées en microplastique. Il y a en parallèle, et depuis un petit bout de temps déjà, des stratégies de ramassage. Il y a des réflexions pour mettre en place éventuellement des pièges à déchets. On se pose pas mal de questions quand on restaure les berges pour pas que ça devienne des pièges à déchets. Donc on voit qu'il y a pas mal de problématiques de gestion aujourd'hui sur les berges. Et du coup, on avait orienté nos travaux de recherche pour essayer de mieux comprendre quelle était la dynamique de ces déchets plastiques sur les berges de l'estuaire, qui est vraiment le point central de nos travaux. Et puis, je crois qu'ils vont en profiter pour évoquer d'autres sujets autour de l'étude de la dynamique des plastiques pour essayer de bien appréhender les sources et leur dynamique générale. Puisque voilà, sur l'estuaire, il y a pas mal de dynamique autour de cette problématique-là. Donc, c'était l'occasion de faire passer aussi ces messages. Je vous laisse la parole à tous les deux. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. Donc, avec Romain, on va vous faire une présentation en deux voix où, avant de vous présenter les premiers résultats du projet Litterbank, alors Litterbank, vous avez tous compris que c'est un petit jeu de mots. Litter, déchets, et banque comme la banque, où on va avoir des gisements importants de déchets, et on va y revenir. Ce qu'on voulait vous montrer, c'était refaire une sorte d'historique un petit peu des projets qui se sont attelés à la pollution plastique dans l'estuaire. Et à travers ces projets, ce qui nous semblait important, c'était toujours regarder cette pollution plastique à travers le prisme du continuum. Toujours regarder les macros et les microplastiques dans ce continuum pour avoir une vision globale. Allô, allô. C'est bon. Donc Johnny parlait à l'instant du continuum de taille. On ne va pas faire une présentation chronologique sur les différents projets qu'on a menés depuis 2017 maintenant sur la Seine et son estuaire, mais plutôt revenir aussi sur le continuum, mais cette fois spatial, donc de la terre à la mer. Donc c'est-à-dire d'où viennent ces macroplastiques qu'on va retrouver échoués sur le berge dans l'estuaire. Et où ils sont produits. Alors, on les produit majoritairement, là on va concentrer les activités humaines, c'est-à-dire dans les zones urbaines. Et puis l'une des voies de transfert principales de ces macro-déchets, en grande majorité des plastiques, ça va être en fait les réseaux d'assainissement. Donc soit les réseaux unitaires, soit les réseaux séparatifs. Et donc on a eu l'opportunité de caractériser des matières collectées par des filets placés à l'exutoire de ces réseaux. Donc comme vous pouvez voir ici avec un exemple à Goussainville, on va récupérer ces matières, ou une partie tout du moins, on va les laver comme on a pu voir ici sur la petite vidéo. Donc sous la crasse, les déchets. Et puis ensuite, on va les caractériser, les classer selon une classification européenne, OSPAR, DCSMM, pour mieux caractériser les sources, les secteurs économiques aussi qui vont être responsables de cette pollution. Et enfin, on va pouvoir calculer des flux, estimer des flux et les ramener aux propriétés du bassin, donc souvent à la population qui vont être responsables de ces flux, enfin originaires de ces flux. Vous avez ici un schéma conceptuel qui montre les différents types de réseaux. Donc vous avez à gauche toute cette partie-là qui va montrer à quoi ressemble un système unitaire, donc un réseau d'assainissement unitaire où vous avez un seul tuyau. Les eaux pluviales et les eaux domestiques vont dans le même tuyau et quand il pleut, l'eau en mélange peut être déversée en partie directement dans le milieu à travers des déversoirs d'orage. Et donc les déchets qu'elle charrie vont se retrouver aussi dans le milieu sans traitement. Et puis vous avez à l'inverse dans les zones urbaines plus récentes des réseaux séparatifs où là on sépare les eaux pluviales qui vont être déversées directement dans le milieu sans aucun traitement la plupart du temps. Et donc tous les déchets qui vont se retrouver sur la voirie vont être transférés à travers ces réseaux d'eau pluviale dans le milieu. Et puis, vous avez les eaux usées qui vont être séparées, du coup, dans un autre tuyau, et qui vont aller, elles, directement à la station, normalement, sans jamais être déversées. Mais bon, ça, c'est en théorie. Il y a souvent des mauvais branchements entre les deux qui font qu'on va retrouver des déchets caractéristiques des eaux usées dans le pluvial et qui vont finir dans l'environnement. On a pu caractériser 4 filets de 4 sites différents, de Grenoble, Malonnais, donc ici sur la métropole de Rouen, et puis Goussainville. À Grenoble et Malonnais, on avait 2 sites, 2 filets posés sur un déversoir d'orage, donc avec des eaux en mélange. À Grenoble, les ordres de grandeur des flux de plastique par habitant étaient d'environ 0,1 g par habitant par an,
très très peu. On monte d'un ordre de grandeur sur Malonnet avec 1 gramme. Et puis quand on s'intéresse au réseau séparatif, donc un réseau séparatif sur Malonnet, on était aussi aux alentours du gramme par habitant et par an de plastique, alors qu'à Goussainville, là on se rapprochait de 10 grammes par habitant par an. On avait une seule autre étude sur les réseaux séparatifs, donc sur le pluvial strict, donc qui estimait des flux de 5 à 20 grammes par habitant par an. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a retrouvé à Goussainville. Et puis une étude théorique du CEREMA sur les flux issus des réseaux unitaires qui, eux, tablaient sur 1 à 3 grammes de plastique par habitant et par an. Donc on voit que nos données de terrain corroborent assez bien ce qui avait déjà été fait. Mais quand même avec 3 ordres de grandeur, donc une variabilité assez importante. Donc c'est pour ça qu'il nous faudrait encore un petit peu plus de données et puis de suivi pérenne, on en parlait ce matin aussi, pour voir vraiment la contribution de ces réseaux au flux qu'on va retrouver dans le milieu. Et donc en fait, c'est ce par quoi on avait commencé en 2017, regarder les flux de macrodéchets dans la Seine et en particulier dans l'estuaire. Vous avez cette figure qui résume le projet Macroplast sur 2017-2020, qui s'est déroulé entre 2017 et 2020. On a testé tout un tas de méthodes avec différents résultats. Donc ça allait de plusieurs milliers de tonnes de plastique par an à l'échelle du bassin jusqu'à de l'ordre de la tonne en fonction de la méthode qu'on utilisait, donc avec un degré de confiance plus ou moins important. Puis en parallèle, on a essayé de reporter aussi sur cette figure tous les flux de déchets qui étaient ramassés au cours d'une année par différentes actions. Mais travailler sur l'estuaire de la Seine nous a permis d'avoir d'autres opportunités pour calculer des flux en testant d'autres méthodes et en particulier en utilisant les données de Naturolin qui nettoient quotidiennement les berges de Seine. Donc on savait exactement ce qui était collecté et nettoyé par Naturolin. On ne savait pas leur taux d'efficacité. Donc c'est à cette époque-là qu'on a rejeté, vous avez peut-être entendu parler, des balises GPS pour tracer les trajectoires des macrodéchets dans l'estuaire de la Seine. Et on a aussi rejeté des déchets marqués qui avaient préalablement été ramassés sur les berges. On les a marqués puis rejetés à nouveau en amont des sites de Naturolin pour voir combien à nouveau étaient récupérés. Et en fait, jusqu'à 30% des déchets qu'on a rejetés ont été récupérés à nouveau par Naturolin. Les trajectoires ont montré que 100% des déchets qui transitaient dans l'estuaire s'échouaient quelque part à un moment donné. Et donc, sur la base de ces données, on a pu estimer le flux potentiel qui allait à la mer de plastique et qui est d'environ 100 à 200 tonnes. Et quand on quand on ramène ce flux à l'habitant, on s'aperçoit qu'en fait, on est aux alentours de 10 grammes de plastique par habitant et par an. Donc, à peu près le même ordre de grandeur qu'on a pu estimer par rapport à ce qui sortait des réseaux. On a fait le même genre d'études sur l'Uvonne, donc c'est la petite photo que vous avez à gauche, là, à Marseille, où là, l'ensemble de la rivière est dégrillé par la Ceram, qui est une filiale de Suez, et on a pu caractériser les déchets qui avaient été capturés par ces dégrilleurs. Il se trouve qu'on a les volumes d'eau déversés aussi, donc qui vont tout droit, là, ici, là, dans le chenal naturel. En temps normal, tout est dévié à travers des dégrilleurs et des bassins de dessablement. Puis quand il pleut trop, par orage, là, on a un volume qui va être déversé directement sur la plage du Prado, ce qui donne les images aux 20h avec le Prado couvert de déchets. Donc on a pu estimer aussi les flux de macroplastique qui transitaient ici au moment des crues, des orages. Et à nouveau, on était aux alentours de quelques grammes à 10 grammes de plastique par habitant et par an. Donc c'est un ordre de grandeur qui revient assez régulièrement dans les études qu'on a pu mener dans le milieu. Je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la dynamique. Vous avez ici un suivi donc, de balises GPS dans l'estuaire de la Seine. On voit très très bien les allers-retours, les stops aussi qui se produisent. Donc en fait, on va suivre la marée. Les déchets vont être renvoyés d'une berge à une autre avec des épisodes de dépôt et de remobilisation. Et là, cette trajectoire, elle dure plusieurs semaines. Donc elle a commencé par ici et elle va finir à l'aval, mais elle ne va pas atteindre la mer. Sur l'ensemble des trajectoires qu'on a menées, qu'on a faites, il y en a à peu près une quarantaine. Il y en a une seule qui a atteint la mer, mais au bout de 6 mois, après qu'on ait perdu la balise, et on l'avait grandement aidée puisqu'on l'avait rejetée sous le pont de Normandie, en pleine mer, juste avant le jusant, pour être sûr qu'elle parte. Elle n'est pas partie tout de suite, elle est partie au bout de plusieurs semaines. Et puis elle a été retrouvée à 80 km à l'ouest, déposée en Normandie sur une plage. Et donc vous avez ici le résultat de ces dépôts, ces épisodes de dépôt et de remobilisation, donc des laisses de Seine avec énormément de débris végétaux bardés de plastique.
Donc c'est ici que Naturelin va venir ramasser les macrodéchets. Donc c'est sur cette base-là qu'on a pu estimer les flux à la mer. Donc une des questions qui se pose désormais, c'est combien de temps on va pouvoir accumuler ces macrodéchets. On a eu quelques réponses avec cet objet-là que vous voyez, le microlax, qui a un emballage de médicaments, c'est un laxatif, et il a l'avantage de présenter des DLC gravés dessus, et on peut remonter jusqu'aux années 70-80 avec ces objets-là. On en a retrouvé des centaines, et donc pour la plupart étaient très anciens, jusqu'aux années 80. Donc ça veut dire que les macrodéchets peuvent s'accumuler et rester dans l'estuaire pendant des décennies. Se pose la question donc maintenant de leur devenir, et a priori, ce qui peut se passer pour eux, c'est qu'ils se fragmentent en particules de plus en plus petites avant d'être exportés en mer, et donc ce qui ferait de l'estuaire une fabrique à microplastiques. Alors, c'est ces connaissances, en fait, ces séquences d'échouage et de remobilisation qui nous a amené à nous questionner en fait, sur cette dynamique de ces macrodéchets sur les berges. Quels sont les facteurs de contrôle en fait, de ces piégeages? Est-ce que c'est la végétation qui va piéger ces déchets? Est-ce que c'est plutôt des facteurs hydrodynamiques ou morphologiques de la berge qui vont contrôler? Et donc, la genèse ou les interrogations qu'on se pose ici, elles sont doubles. Elles sont à la fois scientifiques pour cette trajectoire de déchets, mais aussi en termes de gestion et d'opération. Quelle gestion on peut faire par rapport à ce piégeage de déchets sur les berges. Donc, le projet Litterbank a été initié donc, en début d'année. Il y a deux axes principaux. Le premier qui est sur cette question de piégeage-remobilisation et les facteurs de contrôle. Et puis, également, est-ce que des zones préférentielles d'accumulation de déchets vont être des zones où on va fabriquer, où on va créer des microplastiques de manière abondante? Alors, pour répondre à ça... Non, vas-y, je t'en prie. Romain est très bavard, c'est ça le problème. Alors, oui, donc on a sélectionné différents sites, certains qu'on connaissait auparavant avec les études menées sur Macroplast. Donc vous avez la carte de l'estuaire que vous connaissez très bien. On va partir de l'amont avec les premiers sites situés sur l'île Sainte-Catherine. Vous avez ici donc une vasière, et puis ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est des enrochements. Et puis une partie plage, donc là deux géomorphologies de berges complètement différentes, où on a marqué des déchets. Alors le but c'est de marquer des déchets, de les géolocaliser, et puis de revenir régulièrement et voir ce qu'ils sont devenus, si on les retrouve, et si on les retrouve, les géolocaliser à nouveau pour voir s'ils ont bougé. On va descendre un petit peu vers l'aval avec ici Yville. Donc là on a une plage à galets avec une pente un peu plus forte que ce qu'on a vu auparavant à Sainte-Catherine. Ici le Landin, donc une berge qui a été complètement refaite par le port il y a maintenant 2-3 ans avec des gabions. Et donc on a marqué, là on voit des petites traces jaunes, là. On a marqué des déchets ici sur les gabions. On descend encore un petit peu, on va ici à Watteville, sur la digue. Alors, digue qui est relativement végétalisée, on va dire, sur cette partie-là. On retrouve aussi pas mal de déchets. Et puis enfin, au plus proche de la mer, vers Tancarville. Là, on est quasiment sous le pont de Tancarville, avec le site de Marais-Vernier. On a marqué aussi des déchets ici. Alors là, vous avez un petit zoom sur Watteville. Donc entre le haut de la berge et puis les végétaux, et en fait quand le niveau d'eau va baisser, ça c'est une photo qui date de février 2023, juste après un énorme coefficient de marée où toute la laisse va se déposer ici, donc en appui sur les végétaux existants, et là en fait c'est vraiment bardé de plastique. Alors, quelle approche conceptuelle on a proposée dans Litterbank? Vous allez pouvoir sourire parce que moi, en tant que coordinateur de projet, je propose une approche conceptuelle où on va dire, elle va répondre à des questions scientifiques, et après, on verra avec Romain dans la pratique qu'il peut y avoir un écart entre ce qu'on conçoit et ce qu'on va réaliser. Alors, l'idée originale de Litterbank, c'était vraiment de coupler ces différentes approches avec des observations soit par drone, soit par caméra qu'on va fixer autour d'un arbre et on va faire des timelapses, ou soit simplement en balisant des déchets à différentes hauteurs et regarder ce suivi, le mouvement, la mobilité de ces déchets. Voilà. Est-ce que ces déchets vont être repris et on va avoir plutôt un site dynamique, ou au contraire, ils vont être portés
le long de la levée et passer une levée et venir s'accumuler. Donc c'était vraiment cet esprit-là, avec certaines catégories marqueurs qui vont caractériser certains apports comme les bouchons ou les briquets qu'on a remarqué qui sont des traceurs d'activité. Ouais, alors dans la pratique, du coup, les vidéos et les photos qu'on va faire de ces sites, c'est assez difficile à exploiter et ça rend pas forcément bien compte de ce qu'on voit réellement. Et donc moi, je voulais vraiment des données quantitatives, d'où l'idée de suivre des déchets marqueurs, comme ici les bouchons. Et à la base, on imaginait suivre aussi les briquets, les Capri-Sun. Et en fait, il se trouve que les Capri-Sun, on en retrouve moins qu'avant. Donc si je ne retrouve pas mon marqueur, ça ne sert à rien. Et les briquets, on n'en retrouve pas assez, finalement. Et il n'y a vraiment que les bouchons qu'on va retrouver systématiquement dans des quantités raisonnables qui vont nous permettre de faire des statistiques qui veulent dire quelque chose pour caractériser les apports de nouveaux déchets sur les berges. Et d'un autre côté, on voulait savoir aussi ce qui était remobilisé. D'où les déchets marqués, cette fois, et géolocalisés, où on venait vérifier s'ils avaient bougé ou pas. Alors tout ça, ça nous a donné des premiers résultats. Donc avec le GIP, on a pu replacer les hauteurs des déchets marqués sur un profil moyen de berge. Donc vous avez ici les coefficients de marée qui vont jouer sur le niveau d'eau. Et puis en vert, la première série de déchets marqués à Marais-Vernier. Donc vous avez 32 déchets qui ont été marqués, la plupart relativement haut sur la berge. Donc en fait, vous avez ici le haut de la berge. Quelques-uns ont été marqués un petit peu plus bas pour voir si ils allaient être remobilisés ou pas. Et puis on est revenu un mois après, en octobre. Et donc là, ça va être les petites croix violettes. Donc, pas de croix violette ici, ce qui veut dire que les déchets ont soit été remobilisés, soit ils ont été remontés sur la berge. Et on s'aperçoit ici avec cette courbe, donc là, on a le pourcentage de perte de déchets au cours de temps, donc le pourcentage de perte des déchets marqués. Donc on voit bien qu'on a eu une perte entre la première fois on a marqué et puis la deuxième fois on est revenu géolocaliser nos déchets. Une partie des déchets ont été remontés sur la berge et au fur et à mesure du temps, on a retrouvé des déchets qui vont de plus en plus haut vers la berge. Alors, hauteur d'eau, le vent aussi sur ce site qui peut jouer. On a retrouvé des déchets assez loin de la berge. Et donc, vous avez les croix violettes qui restent ici. Mais entre le début et la fin, donc en 7 mois, on a perdu quasiment 60% des déchets marqués, donc qui ont été remobilisés. Dans le même temps, la berge, elle a aussi connu de nouveaux apports, avec ici le nombre de bouchons cumulés. Donc ça, c'est le T0, 20 septembre, donc beaucoup d'apports. Et puis ensuite, on y retourne en octobre. Et puis ensuite, plus rien jusqu'en février, au moment où on a des gros coefs. Et là, donc là, à nouveau, des gros apports, puis des petits apports au cours du mois de février. On y retourne en avril avec encore des apports. Donc tout ça pour montrer qu'en fait, c'est extrêmement dynamique. On a beaucoup d'apports, mais aussi beaucoup de remobilisation. Donc ça va avoir des enjeux importants du coup sur la gestion. Comment est-ce qu'on va pouvoir écrêter des flux si en fait on a des berges qui sont aussi dynamiques. Alors ici, on a fait un zoom cette fois sur les déchets qui ont été marqués en février. Parce qu'on a fait plusieurs séries de marquages et en février, ce qui s'est passé, c'est qu'on y allait beaucoup plus souvent. Pour voir à plus haute fréquence la remobilisation et le dépôt de nouveaux déchets. Donc vous avez à nouveau en vert les déchets qui ont été marqués au plus bas. Donc on y allait pendant la basse mer. Je suis revenu 15 jours après. Vous avez ici les petites croix violettes, en tout cas ce qui reste des déchets qui avaient été marqués au plus bas, puisque en fait en 15 jours, il n'y en a plus beaucoup. On en a perdu 70%. Et puis, je suis allé 5 jours après cette fois, donc les petites croix bleu foncé. On en avait encore perdu, évidemment. Et puis, au 21 février, il n'y en avait plus du tout. Donc, il y en a une partie très vite qui ont été remobilisées, une autre qui est remontée. Et puis, en fait, en moins de 4 semaines, tout avait été remobilisé, en tout cas pour ce qui avait été marqué au plus bas dans la berge. Et dans le même temps, on a eu ces apports quand même de bouchons.
Donc là, on voit en fait que cette dynamique de dépôt-remobilisation est extrêmement rapide. En tout cas, pour le mois de février, où on avait des coefficients de marée importants. Alors pour les microplastiques, comme Romain vient de vous l'expliquer, on a des zones en fait où les déchets vont venir juste se poser et repartir, et des zones où on a vraiment des accumulations, où les macrodéchets vont rester des grands temps de séjour et vont se retrouver avec des périodes relativement longues. Alors, reprenons l'exemple de Marais-Vernier, où vous avez ce profil de berge, comme Romain vient de vous le montrer, où on va avoir, par exemple, une roselière au pied de la pente, la levée où on va retrouver beaucoup de déchets, et puis juste derrière la levée, un sol. Quand on conceptualise un petit peu ça et qu'on va regarder les microplastiques, on peut regarder ces microplastiques. Alors, le pointeur... Ouais, mais bon, ça marche pas très bien, c'est pas grave. Ce que je vous présente ici, c'est les niveaux de concentration en microplastique. Donc, les niveaux de concentration pour une gamme de taille entre 25 micromètres et 500 micromètres. Alors, vous allez me dire, ça ne correspond pas à la définition de gamme de taille d'un plastique qui est entre 1 micromètre et 5 mm, mais je vous donne celle-ci parce que c'est une gamme de taille avec une méthode qu'on peut automatiser. Automatiser, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais, ça veut dire qu'on va répéter le biais de manière répétable un peu partout. Donc quand on regarde un petit peu ça, à proximité de la Seine, on a ce qu'on appelle la vase, on va avoir des niveaux compris entre 500 et 5000 microplastiques par kilo. Et dès qu'on va passer la levée, qu'on va aller sur le sol, vous pouvez remarquer que le sol, là où il y a la végétation et le sol et des stocks très importants de microplastiques, on va avoir des quantités de microplastiques très importantes dans ces sols, où on va avoir des teneurs à 200 000 microplastiques par kilo. Donc en fait, cette représentation de Marais-Vernier, on l'a pour l'ensemble des sites, c'est-à-dire on a ce gradient à chaque fois, vase, sable, et puis après sol, où on a une accumulation de déchets. Qu'est-ce qu'on note? On note que systématiquement, alors attention, c'est une échelle log, que systématiquement, les vases et les sables sont moins contaminés que les sols. Les vases et les sables, en fait, ça va dépendre un petit peu de leur granulo qui va permettre de retenir les microplastiques là-dedans. Mais aussi, ça va donner, les vases vont témoigner d'une sorte de bruit de fond généralisé des microplastiques dans l'estuaire. Et contrairement aux vases, on va avoir les sols sur lesquels ces macrodéchets vont rester de manière significative très longue, très importante. On va avoir une génération de microplastiques importante. Vous voyez, on a des teneurs comprises entre 100 000 et 200 000. Alors vous allez me dire, je ne vous donne pas de référence quand je vous dis avec un sol à 100 000 ou à 200 000. Il faut juste regarder les niveaux que vous avez sur la droite qui sont obtenus sur l'île Sainte-Catherine, où l'île Sainte-Catherine, il y a quasiment très peu de macrodéchets, où les niveaux de sol dans l'île Sainte-Catherine, c'est un niveau proche des références qu'on peut trouver. Donc ces niveaux de référence, ils vont être aux alentours de 1000 pour simplifier. Donc imaginez un sol de référence, c'est 1000 microplastiques par kilo. Là, dans nos zones fortement contaminées, on va être à 100 000, 500 000. Alors, en termes de perspective pour Literbank, aujourd'hui, pour les macrodéchets, Romain vous a présenté des dynamiques sur des sites qui sont particulièrement dynamiques. On a également des sites, des zones d'accumulation. Alors, on ne vous a pas présenté des résultats, mais aujourd'hui, sur ces zones d'accumulation, il n'y a pas grand-chose qui bouge après 8 mois. Mais il faut quand même rappeler le contexte hydrologique. On n'a pas eu de crue, on a eu les tempêtes récentes. Peut-être qu'avec les tempêtes récentes, ça a pu sortir. Mais de manière générale, dans ces zones d'accumulation, il y a très très peu de choses qui sortent. De tous les objets qu'on a tagués, il y a très peu de choses qui sortent. Donc, en termes de perspective directe à Literbank, maintenant, il y a cette cartographie des zones d'accumulation avec la cartographie des zones riveraines. Et puis, de se dire... quel est le potentiel d'accumulation de ces berges pour l'accumulation de ces macrodéchets avec une sorte de logigramme? Est-ce que c'est la position qui est la plus importante par rapport aux bouchons vaseux, par rapport au front salin, etc. Est-ce que c'est le profil des berges? Est-ce que c'est sa végétalisation? Et est-ce que tout ça conduit à une probabilité élevée ou faible? Voilà. Donc aujourd'hui, un certain type de végétation nous amène à penser que c'est plutôt des facteurs de contrôle de ces zones d'accumulation dans certains points. Et pour les microplastiques, on va essayer de gratter un petit peu plus les résultats en regardant un petit peu la distribution et la nature des microplastiques, mais également le lien entre ce qu'on a retrouvé dans un sol et puis les propriétés de ce sol. Alors, du coup, ces résultats en microplastique, pour moi, ont tendance à
a validé les intuitions qu'on avait eues au début, comme quoi l'estuaire, les rivières, en particulier les estuaires amarrés, on va accumuler pendant des décennies, jusqu'à des décennies, les macroplastiques, sont en fait des fabriques à microplastiques secondaires. Microplastiques secondaires qui potentiellement pourraient être transférés plus facilement à la mer. Et donc là, dans les années à venir, ce qu'on aimerait faire, c'est se concentrer un petit peu plus sur ces fameuses zones d'accumulation qui sont moins dynamiques et qui accumulent les déchets parfois depuis plusieurs décennies. Donc c'est ce que j'ai pu représenter ici. Et donc l'idée, c'est d'aller aspirer ces zones avec des aspirateurs ou n'importe quelle technique qui nous permettrait vraiment de nettoyer et de récupérer l'ensemble des macro- et mésoplastiques qui se déposent sur ces zones et d'aller regarder d'un peu de plus près de quoi ils sont constitués et voir ce que nous racontent les déchets qu'on va y retrouver, reconstituer les trajectoires socio-environnementales du bassin pour relier ces débris plastiques aux activités humaines sur une perspective historique, puisqu'on a pu montrer que des zones d'accumulation se formaient depuis plusieurs décennies, et ce grâce par exemple au microlax, où on a vraiment, en regardant la distribution des DLC sur les emballages, des dépôts qui sont plus anciens que d'autres. On va retrouver des jouets, on va retrouver des marques, on va retrouver des granulés plastiques industriels qui vont refléter les activités industrielles, cette fois de la genèse de plastique dans l'estuaire de la Seine. On va retrouver des biomédias, on va retrouver des bourres de chasse, enfin tout un tas de choses qui racontent des histoires sur ce qui s'est passé depuis plusieurs années, décennies dans le bassin de la Seine. Et puis ensuite, on va aller encore un petit peu plus loin et regarder le cortège de substances chimiques qui accompagnent ces débris plastiques, grâce à du screening non ciblé pour vraiment avoir tout le cortège, retrouver les additifs et aussi potentiellement les polluants les polluants organiques qui vont être absorbés sur les plastiques, puisqu'on sait que les plastiques se comportent parfois comme des éponges à polluants organiques, et aussi regarder l'impact sur la biodiversité de ces plastiques dans ces zones d'accumulation pour répondre à une question qui nous taraude. Est-ce qu'il faut nettoyer ou pas ces zones si on en a l'opportunité ? Puisqu'on a vraiment des zones de hotspot où on va avoir jusqu'à 4 kg de plastique par mètre carré, plus de 20 000 débris supérieurs à 5 mm, dont la moitié parfois sont des granulés plastiques industriels. Donc si on a l'opportunité et on va dire les techniques, est-ce qu'il faut nettoyer ou est-ce qu'il faut les laisser ? Puisque a priori, là, si vous voyez cette petite image là avec la poupée Mon Chichi, les cheveux ont été remplacés par des mousses qui, je pense, doivent abriter un paquet de communautés. Donc peut-être qu'en fait, il ne faut pas les toucher et laisser faire. Voilà. Merci pour votre attention et merci aussi à Loïc qui est dans la salle du CNE pour son appui sur l'île Sainte-Catherine. Merci. Merci Romain. Merci Romain, merci Johnny. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On a quelques minutes. Merci pour votre présentation. J'ai une question sur la quantification de l'export des déchets en mer, qui était de l'ordre de l'équivalent de 10 grammes par habitant par an. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait aucun déchet qui était exporté de macrodéchets et tout restait dans l'estuaire. C'est quoi ? C'est les microplastiques qui sortent ou... Oui, non, c'est une bonne question. En fait, on l'a fait par élimination, si vous voulez. Le flux exporté, c'est ce qu'on ne retrouve pas, ce qui n'est pas ramassé sur les berges et ce qui n'est jamais ramassé. Donc, on sait la quantité que ramasse Naturolin, on sait leur taux d'efficacité, et du coup, on peut en déduire ce qui ne ramasse pas. Et donc, c'est comme ça qu'on a estimé le flux potentiel, en fait, il est potentiel, le flux potentiel à la mer, mais il est possible qu'en fait, une partie de flux qu'on a identifié comme allant à la mer aille dans des zones qui ne sont pas visitées par Naturolin. En fait, c'est là où tout est le problème, parce qu'en fait, on vous a raconté une histoire qui semble un peu bouclée, en disant d'un côté, on a les filets avec 10 grammes par an et par habitant, et puis dans la Seine, 5 grammes par an par habitant. Sauf qu'il y a énormément de trous dans la raquette. Et ce 5 à 10 grammes, c'est ce qui transite. Et en fait, ce qui va être dans les stocks et dans les zones, dans les berges, on ne le sait pas. Et on n'a pas les éléments pour mettre en perspective ce qui va transiter dans la colonne d'eau de ce qui est stocké. Ce qu'on voit, c'est ce qui transite, c'est à peu près égal à ce qui pourrait arriver par les apports urbains. Et quand je dis apport urbain, c'est apport urbain par les tuyaux. Parce qu'en fait, initialement, la communauté scientifique, quand elle regarde les plastiques, elle pense que tout passe par les tuyaux et que
il n'y a pas grand-chose qui passe directement des milieux urbains vers les milieux récepteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer par la suite, mais c'est compliqué à faire. Surtout que quand on regarde, quand on regarde le type de plastique qu'on va retrouver, par exemple dans l'estuaire, on est assez frappé de retrouver énormément de bidons et de jardinières que moi je retrouve jamais ou très très peu dans les filets. Alors il y a des filets à Amfremil la mi-voie où effectivement j'ai pu retrouver des indices d'objets plastiques qui viendraient des jardineries. Donc des étiquettes de plantes ou des fois par les petits pots. Mais dans l'estuaire, on retrouve quand même des assez grosses jardinières, donc là qui peuvent peut-être venir directement des riverains en fait du fleuve. Merci. Une question? Oui, la dernière, Jérôme. Bonjour. Je me pose juste la question, est-ce que vous avez une idée de ce qui est sédimenté dans le fond de l'estuaire? Parce que là, vous nous montrez ce qui passe par les colonnes d'eau, notamment ce qui est sédimenté sur les berges. On sait que c'est dragué. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analysé à ce niveau-là ou pas? Je dirais avec humour, c'est très simple. On a vu les traits de chalut des collègues dans l'estuaire de Seine ce matin. Et au fond de l'estuaire, en termes de macro-déchets, il y en a, surtout dans l'embouchure. Dans l'estuaire, dans le chenal à proprement parler, le collègue qui a fait les traits de chalut, il a parlé de beaucoup de choses, sauf il n'a pas parlé de plastique. Je suis monté aussi sur la drague, justement, parce que l'idée c'était de voir ce qu'il y avait potentiellement dans les sédiments dragués. Et en fait, effectivement, on n'a pas creusé plus la question, parce qu'a priori, on ne voyait pas grand-chose, quoi. Alors ça, c'est pour les macros. Pour les micros, contrairement à l'idée reçue, parce qu'en fait, les premières études sur les plastiques, elles viennent du milieu océanique. Et donc, dans le milieu océanique, ça flotte, et on pensait que les plastiques en milieu continental, ça flottait aussi, et que tout était dans la colonne d'eau. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, quand on parle de microplastiques, on est à entre 1 et 10 microplastiques par litre, versus 1000 à 5000 microplastiques par kilo de sédiment. Donc on ne va pas comparer 1 litre d'eau et 1 kilo de sédiment, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un piège réellement. Voilà. Par contre, vous voyez, quand je dis sédiment, c'est vase, c'est des ordres de grandeur que je vous ai donnés, mais quand on va regarder les sols qui accueillent ces zones d'accumulation, là, on a largement une contamination en microplastique. Merci beaucoup. On va clôturer ici le volet plastique.